et je suis en charge de la modération de cette session, qui est donc le panel numéro 10 qui s'intitule « Le sauvage urbain en aménagement et urbanisme ». Donc nous avons 2 heures pour écouter 3 présentations et alors je ne sais pas si c'est comme ça que vous avez fait hier, mais c'est ainsi qu'il nous a été conseillé de procéder. D'abord écouter les présentations d'une grosse vingtaine de minutes, puis peut-être prendre une ou deux questions d'explicitation sur un point précis de la communication pour éviter de perdre le thème de la communication, mais plutôt réserver les questions de discussion à la fin des 3 exposés. Alors aujourd'hui nous avons, pour présenter leurs travaux, tout d'abord Sylvain Roth, maître de conférence à l'Université de Perpignan-Via pour une présentation qui s'intitulera « Les paysagistes, acteurs d'une écologisation du projet d'aménagement urbain ». Ensuite, nous aurons Anaïs Léger-Smith de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse pour une communication sur le paysage des écoquartiers entre écologie de l'espace public et identité territoriale urbain-rurale, écocritique du paysage de l'écoquartier Vidalian à Palma, Toulouse. Et enfin, Simon Blancard de l'Université de Mons en Belgique pour une communication intitulée « Comment les nouvelles pratiques de l'urbanisme temporaire réenchantent l'espace et créent des lieux de partage du vivant, le cas du jardin d'expérience à Mons ». Donc pour commencer, nous avons Sylvain Roth. Merci Aurélie et bonjour à toutes et à tous. Donc mon titre a un peu changé par rapport à ce que vous pourrez trouver dans le petit livret des résumés. Vous comprendrez pourquoi en cours de route, mais en substance, il sera bien question d'une interrogation sur un éventuel changement de paradigme à l'œuvre dans l'action urbaine, mais que j'ai recentré sur l'analyse d'une profession du projet d'aménagement urbain, à savoir les paysagistes, et je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Donc de manière générale, un certain nombre d'auteurs font le constat d'une écologisation qui serait en cours des politiques publiques dans différents domaines de l'action publique, divers et variés. Ce processus d'écologisation, Ginelli le définit comme un processus qui suscite l'émergence de nouveaux référentiels qui guident l'action publique, qui orientent l'action publique, qui engendrent souvent de nouvelles pratiques, ces nouveaux référentiels ayant une influence sur l'action des différents acteurs en charge d'une politique publique, contribuant à une reconfiguration d'un système d'acteurs qui prend en charge la mise en œuvre d'une politique publique, quel que soit le secteur concerné. Là, Ginelli travaille sur la chasse. Moi ici, ce n'est pas mon propos, mais ces propos généraux peuvent s'appliquer à ce qui nous intéresse ici. Et il souligne également le fait que l'écologisation reconfigure les systèmes d'acteurs et donc contribue à un certain nombre de tensions ou de jeux d'influence au sein d'un système d'acteurs. Et là encore, on verra dans cette communication en quoi c'est bien un processus à l'œuvre dans le propos qui nous intéresse. Donc, de manière générale, des politiques publiques qui connaîtraient un processus d'écologisation dans de nombreux domaines. Alors, est-ce que ce processus d'écologisation est à l'œuvre dans le domaine de l'aménagement urbain, de l'urbanisme? Un certain nombre d'auteurs le soulignent. Ma voisine, par exemple, qui a parlé d'un tournant écologique en urbanisme qui serait à l'œuvre. Et un certain nombre d'auteurs et de textes réglementaires, etc., peuvent là aussi aller dans ce sens, même si d'autres travaux pointent, je pense notamment à un travail récent de Sabine Barle, qui pointe les difficultés de l'urbanisme à s'environnementaliser. Elle ne parle pas d'écologisation, elle parle d'environnementalisation, mais en faisant peu ou prou référence au même processus à l'œuvre. Donc, un processus qui serait à l'œuvre avec un certain nombre de difficultés pour parvenir à une mutation forte ou substantielle des manières de faire de l'urbanisme.
Mais néanmoins, eh bien, c'est dans ce processus à l'œuvre d'écologisation de l'aménagement urbain que je m'inscris, et donc en me focalisant sur une profession particulière qui est un des acteurs qui participent au projet d'aménagement urbain, à savoir les paysagistes. Alors pourquoi s'intéresser aux paysagistes? Vous allez le comprendre, et vous le comprenez intuitivement par rapport à la thématique du colloque évidemment, ça fera l'objet de mes analyses tout à l'heure, mais également parce que Benoît Romeyer soulignait dans un article récent un retour en grâce des paysagistes dans la fabrique urbaine contemporaine. Les paysagistes, ils sont partie prenante des projets d'aménagement urbain depuis quelques années déjà. C'est un processus, là, depuis au moins une trentaine d'années qui a pris de l'importance. Leurs rôles ont évolué au fur et à mesure du temps. Et donc, aujourd'hui, eh bien, précisément, dans le projet d'aménagement urbain, c'est-à-dire, là, je me situe dans le domaine de l'urbanisme opérationnel, lorsqu'on conçoit des morceaux de ville, avec des bâtiments, des espaces publics, etc., à agencer, à concevoir pour produire la ville future, la ville de demain, la ville qui se renouvelle en permanence. J'exclus donc le domaine de la planification urbaine, où là également l'écologisation est à l'œuvre, où là également les paysagistes ont un rôle à jouer, mais je me focalise sur ce processus de l'urbanisme opérationnel, des projets d'aménagement urbain où se crée, s'invente la ville, les extensions urbaines ou les renouvellements urbains. Alors, ce retour en grâce des paysagistes, il est peut-être illustré par le récent Grand Prix de l'urbanisme qui a été attribué l'an dernier. Alors, la dernière mouture en 2019 vient d'être attribuée, mais l'an dernier, en 2018, eh bien, c'est une agence de paysagistes, l'agence Terre, qui a été honorée de ce Grand Prix de l'urbanisme. Alors, ce n'est pas une première. Il y avait déjà trois paysagistes qui avaient reçu cette distinction en 2003 et 2011. Mais néanmoins, même si ce n'est pas une première, c'est quand même symptomatique, effectivement, de cette prise d'importance des paysagistes dans le système d'acteurs des projets d'aménagement urbain, dans le système d'acteurs de la fabrique de la ville. Donc, c'est à la fois emblématique de leur importance accrue dans le projet d'aménagement urbain, et puis c'est bien entendu symptomatique aussi de cette nouvelle, de l'importance des considérations environnementales ou écologiques dans la fabrique de la ville. C'est ce qui était souligné lorsque le jury explicitait son choix. Eh bien, vous le voyez, ce qui était mis en avant, c'était la forte dimension écologique de leurs interventions. Et l'ouvrage qui a été publié comme après chaque Grand Prix, pour présenter en fait l'agence ou l'architecte, l'urbaniste, le paysagiste qui est distingué et leurs travaux, eh bien cet ouvrage, vous le voyez, s'intitule L'urbanisme des milieux vivants. Donc ce n'est pas un hasard, hein, c'est bien symptomatique d'une approche de la ville particulière qui fait une place importante aux enjeux écologiques. Et de fait, c'est ce qui est bien évoqué aussi dans cet ouvrage. Le Grand Prix nous dit chaque année quelque chose de l'ère du temps, si je puis dire, un peu des tendances à l'œuvre. Et le Grand Prix 2018 eh bien, nous dit, vous le voyez, qu'il est temps que l'idée de nature et l'espace urbain ne soient plus opposés, mais scellent leur retrouvaille. Alors, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à ce que Nathalie Blanc évoquait dans sa conférence hier, qui est ce modèle de la ville comme espace artificiel par excellence, comme l'anti-nature par excellence. Hein. La ville serait du domaine de l'artefact, de la maîtrise de la nature par l'homme, et puis la nature serait hors la ville ou différente de la ville par nature. Et bien précisément, et donc c'est ce que par exemple cette citation de Le Corbusier souligne également, hein, vous le voyez, une ville, c'est la mainmise de l'homme sur la nature. Donc on est bien dans l'expression de ce paradigme de la maîtrise de la nature, dans l'aménagement urbain. Et bien précisément, ce Grand Prix, il se place du côté de la réconciliation de ces entités, trop longtemps envisagées comme séparées, concurrentes, disjointes, etc. Donc ce Grand Prix,
il témoigne probablement, ou il illustre probablement ce retour en grâce des paysagistes. Oui, alors simplement, pour terminer sur cette agence Terre, qui a été donc récompensée l'an dernier, le projet que vous voyez en couverture de l'ouvrage, c'est le projet de la Plaça de les Glorias à Barcelone. Et à Barcelone, vous le voyez, avec cette photographie, l'ambition avec ce projet de réaménagement d'un grand espace public au cœur de Barcelone, c'est rien de moins que de naturaliser Barcelone. Vous voyez ici sur la photographie, nous naturalisons Barcelone. Donc, c'est pas nous verdissons Barcelone comme un décor un peu... comme un décor, on reviendra sur cette vision du paysage, mais c'est bien, nous naturalisons Barcelone. La ville se fait nature, l'espace urbain est transmuté, transfiguré par une nouvelle conception urbaine qui intègre pleinement la nature. Bon, je n'insiste pas, on reviendra sur ces points plus tard. Ce retour en grâce des paysagistes, il trouve aussi une reconnaissance juridique, pourrait-on dire, puisque suite à la loi Elan, le Code de l'urbanisme, la rédaction d'un article du Code de l'urbanisme a été modifiée. Alors, je ne vous fais pas la lecture intégrale de cet article L441-4, mais en substance, eh bien, dans un projet de lotissement, eh bien, désormais, le porteur de projet doit s'adjoindre les compétences d'un paysagiste. Pourquoi ? Pour assurer la qualité paysagère et environnementale du projet. Donc là aussi, on voit comment les paysagistes se voient reconnaître un rôle officiel important dans l'aménagement, y compris pour réaliser des lotissements, donc dans l'aménagement urbain banal au quotidien, qui est celui qui produit après tout la ville, bien plus que les grands projets extrêmement médiatisés. Et bien, dans ces projets du quotidien, les paysagistes ont désormais un rôle à jouer et une place nouvelle à prendre. Donc ça renvoie aussi à la reconnaissance de ce titre de paysagiste concepteur qui, là aussi, reconnaît l'importance de la profession des paysagistes dans le projet d'aménagement urbain. Donc, Brice, Dachauzière et Yves Petit-Berghem, dans une publication récente, évoquaient pour leur part une écologisation des pratiques des paysagistes concepteurs, justement dans l'aménagement des villes. Mais dans ce travail, dans lequel ils font ce constat, ils soulignent que, malgré la thèse de ma voisine, à nouveau, elle a bien fait de venir, je suis content de la rencontrer et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter après, malgré la thèse d'Anaïs Léger-Smith, eh bien, chez les paysagistes, peu de repères permettent de sonder cette émergence d'une écologisation de la profession. Donc eux, c'est le projet qu'ils s'assignent d'essayer de voir ce qu'il en est en termes d'écologisation des pratiques des paysagistes. Et comment est-ce qu'ils procèdent, quelles méthodes ils utilisent pour cela? Eh bien, ils vont utiliser un corpus documentaire constitué à partir de l'examen d'une revue professionnelle qui s'appelle Paysage Actualité. Et donc c'est en dépouillant les archives de cette revue qu'ils vont essayer de percevoir l'écologisation qui serait à l'œuvre dans la profession. Mais dans l'introduction de leur article, ils soulignent un certain nombre de limites de ce corpus, notamment le fait que les projets qui sont médiatisés dans cette revue professionnelle eh bien, ne concernent qu'une fraction de la profession des paysagistes et essentiellement ceux qui sont reconnus à l'échelle nationale, voire internationale, c'est-à-dire, de même qu'on parle des star-architectes, les stars paysagistes, ceux dont les travaux sont fréquemment médiatisés, etc., souvent des projets d'une certaine envergure. Bref, ça signifie que ça laisse dans un angle mort un certain nombre, tout un champ de la profession, j'allais dire les paysagistes concepteurs ordinaires, ceux qui au quotidien travaillent dans des projets dans la France entière, dans divers territoires, des grandes villes mais aussi des petites villes, voire dans des villages, sur des projets de lotissement, des projets de quartier, des projets d'espace public, etc., mais qui sont plus modestes. Donc, précisément, c'est ce qui a guidé mon positionnement et ce qui a guidé aussi la volonté de se centrer dans cette communication sur la profession des paysagistes. Parce que du coup, j'ai procédé, grâce à des méthodes différentes Dachauzière et Petit-Berghem, puisque moi, j'ai constitué un corpus fait
de paroles recueillies chez ces acteurs à travers des entretiens semi-directifs, peu nombreux, 4, qui étaient des entretiens un peu introductifs. Et puis ensuite, sur la base de mes lectures et de ces entretiens, j'ai conçu un questionnaire que j'ai diffusé le plus largement possible auprès des paysagistes concepteurs. Je l'ai diffusé en ligne via la Fédération française du paysage pour essayer, via leur fédération régionale, de toucher le plus largement possible ces paysagistes, entre guillemets, et sans que ce soit péjoratif, ordinaires, qui œuvrent au quotidien dans différentes agences, parfois de grandes agences, de petits bureaux d'études, etc., parfois à leur compte. Et donc, finalement, 69 questionnaires ont été remplis. Alors, bon, du coup, pour une enquête diffusée nationalement, vous pouvez considérer que c'est pas énorme, mais j'étais plutôt content. Et en fait, dans mon questionnaire, il y a un certain nombre de questions fermées, mais beaucoup aussi de questions ouvertes pour inviter les personnes qui répondaient à expliciter leurs propos et à transmettre des propos qualitatifs que je pourrais analyser, qui pourraient me donner un certain nombre d'informations bien plus riches que simplement des questions fermées. Et donc, finalement, 69 questionnaires remplis, quand il y a beaucoup de matière qualitative, ça donne une matière très, très conséquente à traiter. Donc, voilà comment j'ai procédé, voilà comment je me suis positionné par rapport, finalement, aux travaux déjà existants, aux études déjà menées. Et les questions auxquelles je vais essayer d'apporter des réponses dans cette communication en ayant utilisé ce matériau et ces méthodes sont les suivantes. L'écologisation des pratiques des paysagistes concepteurs, donc est-ce qu'elle se confirme au vu de ce corpus différent du corpus constitué dans l'article que j'évoquais précédemment? Si c'est le cas, est-ce qu'elle participe d'une écologisation des projets d'aménagement urbain? C'est-à-dire des projets d'aménagement urbain qui sont bien plus vastes, qui impliquent beaucoup plus d'acteurs que simplement les paysagistes concepteurs. Et quels peuvent être les éventuels freins à l'action des paysagistes concepteurs en matière d'écologisation du projet d'aménagement urbain? Bon, on verra, je reprendrai un propos de Nathalie Blanc qui disait hier que l'urbanisme ne voulait pas changer d'ADN. Bon, on verra un peu ce qu'il en est en conclusion. Voilà donc ma méthodologie, mes questionnements, et je passe tout de suite, parce que le temps défile, et en fait le minuteur s'est pas mis en route, alors qu'il se mettait en route tout à l'heure sans que je le veuille, donc je ne sais pas trop où j'en suis, ça fait un quart d'heure, donc il me reste 10 minutes. Donc un certain nombre de questions que j'ai posées dans ce questionnaire, qui comptait une trentaine de questions, donc là je ne les passerai pas toutes en revue, mais j'ai essayé de retirer les points essentiels pour ma démonstration. Donc première question, une question qui est intéressante à considérer. Pour vous, la nature dans un projet d'aménagement urbain constitue principalement, donc c'était des choix fermés, un décor, je proposais un décor, un écosystème ou autre. Pourquoi un décor, pourquoi un écosystème? Parce que le décor, ça renvoie à la fonction un peu classique du paysage dans l'aménagement. Beaucoup de travaux ont montré que souvent dans l'aménagement urbain, le paysage était ainsi perçu comme un décor qui avait pour fonction de valoriser les constructions, de mieux vendre les constructions, etc., de rendre aussi le paysage urbain plus agréable, mais donc cette fonction du décor qui est très prégnante, et puis un écosystème pour justement venir sur ces fonctions qui contribueraient à l'écologisation de l'aménagement urbain. Vous voyez que la réponse très largement dominante, c'est de dire, pour moi, paysagiste concepteur, la nature, aujourd'hui, est plus envisagée comme un écosystème. Donc cette fonction de la nature comme décor, elle est probablement encore à l'œuvre ou vérifiée chez d'autres acteurs de l'aménagement urbain, mais chez les paysagistes, elle n'est plus dominante. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ce qu'ils mettent dans la catégorie autre. Et dans cette catégorie, ils proposent des formulations autres et un peu plus riches et plus nuancées que mes deux propositions, et puis certains précisent aussi un peu leurs réponses. Donc il y a trois grands pôles en fait qui se dégagent de ces réponses dans la catégorie autre. Tout d'abord, une sphère de réponse qui renvoie au projet. C'est-à-dire que, vous le voyez à travers ces quelques extraits de différents questionnaires, eh bien,
la nature est envisagée par beaucoup de paysagistes concepteurs comme la matière du projet, comme le vecteur du projet, comme une composante indispensable, incontournable du projet. Un autre dit un mur porteur du parti d'aménagement, c'est-à-dire que le choix fort d'aménagement doit se faire en fonction des éléments naturels. Donc, cette sphère projet qui renvoie à justement ce positionnement des paysagistes concepteurs dans le projet d'aménagement urbain et avec une notion qui est très développée chez les paysagistes, qui est la notion de projet de paysage. Donc, c'est bien dans ce projet de paysage et dans ce projet d'aménagement urbain, la nature comme élément central. Deuxième sphère qui se détache de ces réponses autres, eh bien c'est une catégorie qui renvoie à la catégorie du décor, mais, bon, je n'ai pas trouvé mieux, un peu nuancée. C'est-à-dire c'est plus le décor, simplement le fond qui est un peu annexe, mais vous le voyez, ce qui est intégré, c'est l'idée de cadre de vie, l'idée des usages, c'est-à-dire des usages des habitants, des citoyens, des citadins, etc. Quelles vont être les utilisations de ces espaces publics qui doivent être un décor agréable, mais pour être un support d'usage pour les citadins. Et puis la troisième sphère, c'est, donc là on pourrait dire l'idée d'écosystème mais nuancée. On pourrait pour cela mobiliser la notion de système socio-écologique ou de socio-écosystème qui a été formalisée par toutes ces sciences qui s'efforcent justement d'articuler les systèmes humains et les systèmes naturels, les systèmes écologiques, et un certain nombre, là aussi, d'extraits de ces questionnaires montrent qu'on est bien dans cet entre-deux, cet intermédiaire, avec la volonté d'articuler les écosystèmes, mais aussi les usages qu'en feront les hommes, le contrôle que la société humaine peut avoir sur ces écosystèmes qui sont conçus, élaborés, gérés, etc. par les paysagistes. Donc, voilà, la sphère du décor est bien moins présente. Bon, je ne m'appesantis pas trop parce que Aurélie commence à me faire les gros yeux. Donc, je passe à la suite. Une autre question que j'aurais posée, c'est estimez-vous que les considérations écologiques sont aujourd'hui au cœur de vos pratiques professionnelles? Vous le voyez, là encore, l'affirmative est très dominante. Donc, les paysagistes qui ont répondu à ce questionnaire considèrent très majoritairement que c'est le cas. Là encore, quand on leur demande pourquoi, on essaie de comprendre un peu les raisons de cette réponse, les éléments qui reviennent, c'est la place centrale des considérations liées à la biodiversité dans les aménagements paysagers et dans ces morceaux de ville qu'ils vont concevoir. Donc là aussi avec différents petits extraits que je vous laisse découvrir. Le deuxième élément qui se détache, c'est l'importance du vivant. C'est-à-dire que les paysagistes concepteurs ont conscience de plus en plus de travailler avec le vivant, pas seulement avec des espèces vivantes, mais qui seraient presque rendues inertes en faisant un décor pour la ville, mais on travaille avec du vivant, et que ce vivant, du coup, eh bien, il faut lui donner les conditions optimales pour qu'il puisse s'implanter, se développer, évoluer au fur et à mesure du développement du quartier concerné, du parc concerné, de l'aménagement concerné. Donc, faire avec le vivant et faire aussi avec ce que propose la nature, le déjà là, c'est-à-dire tout un tas d'éléments, d'espèces animales, végétales qui sont déjà sur le site et qui souvent eh bien, ont une valeur écologique, même si ce n'est pas forcément une valeur décorative ou des espèces emblématiques, etc. Mais pour l'écologie de ces espaces, ce sont des espèces, des données importantes avec lesquelles il faut composer. Ensuite, je leur ai demandé comment ils procédaient concrètement, puisqu'ils disaient oui, ce sont des considérations qui sont au cœur de mes pratiques. Alors, ça passe par quel choix d'aménagement paysager? Donc, ici, on voit, ils pouvaient faire deux réponses à chaque fois, donc on voit que c'est un peu partagé. Alors, il y a les trois items que vous n'arrivez pas forcément à lire. Donc, le premier, c'est création de refuges, c'est-à-dire des zones où on interdit la fréquentation, pour créer des refuges pour le développement de la végétation, de la faune, etc.
Le deuxième item, c'est des zones où on laisse faire la nature, c'est-à-dire où on ne va pas gérer plus ou moins intensivement les espèces qui sont implantées, mais on va les laisser évoluer en une plus grande liberté. Et puis ensuite, utilisation de végétaux qui sont soit qui constituent des refuges pour la faune, ou alors qui vont constituer des garde-manger pour la faune. Donc voilà un petit peu ces différents éléments. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on leur dans les questions ouvertes, lorsqu'ils précisent un petit peu ces éléments qu'ils choisissent. Donc le premier point qui ressort, c'est la volonté de varier les espèces végétales utilisées. On est loin des alignements monospécifiques dans les villes, etc., qui ont pendant longtemps été dominants. Ce qui ressort là de plus en plus, de manière très récurrente, c'est le fait que les paysagistes me disent « je cherche à varier les végétaux, les espèces végétales, etc. » Parce qu'à la fois, c'est d'un point de vue visuel, paysager, ça va donner un effet sympa, et en même temps, d'un point de vue écologique, eh bien, ça produit des habitats qui sont plus variés, qui vont être propices à recevoir plus d'habitants. Accueillir les animaux, justement, hein, c'est une préoccupation qui est de plus en plus prégnante, de plus en plus forte, qui se voit très bien. C'est-à-dire que les paysagistes ne pensent pas seulement en termes de végétal, mais en termes de conséquences que ces choix de végétaux auront aussi sur la faune qui va pouvoir habiter ce végétal. Et puis, un autre point qui ressort, c'est la recréation d'écosystèmes. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, l'enjeu, ou parfois favoriser simplement la recréation, l'accompagner, l'impulser, c'est un point qui ressort. Donc beaucoup de paysagistes ont souligné qu'ils travaillaient à la mise en place de milieux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement sur l'idée qu'on plante différentes espèces, etc., mais on va carrément créer des milieux, des milieux forestiers, des parcs qui vont pouvoir permettre d'accueillir tout un tas d'insectes, etc. Une évolution qui est particulièrement nette, c'est l'évolution de la place de ces considérations écologiques. Elles sont bien plus présentes qu'avant, vous le voyez, et lorsqu'on leur demande pourquoi, ils soulignent 3 points. Une évolution de la commande. La commande est les maîtrises d'ouvrage seraient de plus en plus sensibles dans un certain nombre de cas, avec tout un tas de limites. Je n'ai pas le temps de développer, mais néanmoins plus sensibles à ces aspects-là. Donc ça veut dire que dans les commandes qui leur sont passées, eh bien, il y a des demandes explicites, ou parfois au moins qui laissent de la place à ces propositions plus écologiques. Mise au service des enjeux de la durabilité urbaine, c'est-à-dire que ce cadre de la durabilité urbaine et des grands objectifs de lutte contre l'îlot de chaleur, de préservation, de récréation des continuités écologiques, de la biodiversité urbaine, etc., eh bien, ça joue indéniablement sur la commande, et ça leur donne là aussi plus de place pour œuvrer dans ce sens, mais tous soulignent quand même des contraintes financières qui restent fortes et souvent très pesantes et déterminantes sur ce plan. Je suis désolé, je suis obligé d'accélérer puisque le temps file toujours trop vite. Selon vous, les professionnels du vivant, paysagistes et écologues, sont-ils suffisamment associés au projet d'aménagement urbain? Alors là, vous le voyez, c'est le nom qui l'emporte. Pourquoi? Ils soulignent qu'au sein des équipes projet, eh bien, la place qui leur est réservée est encore souvent secondaire. C'est-à-dire que même si on parlait tout à l'heure de retour en grâce des paysagistes dans la fabrique urbaine, néanmoins, la figure dominante, c'est toujours l'architecte urbaniste qui, le plus souvent, est mandataire des groupements de maîtrise d'œuvre, etc. Donc, leur place au sein des équipes projet est souvent encore insatisfaisante à leurs yeux pour pouvoir proposer et mettre en œuvre des projets plus écologiques. Ils soulignent également l'approche encore très technique de l'urbain, de la conception urbaine, de l'aménagement urbain, donc avec l'importance de bureaux d'études en voirie et réseaux divers, donc en gros ceux qui créent les réseaux techniques de la ville, les ingénieurs, les urbanistes, les architectes, etc. Donc dans ce panorama des professions techniques, eux, professions à la fois techniques mais aussi sensibles et travaillant avec le vivant, eh bien, ils estiment que leur place est encore un petit peu difficile à faire parfois. Et puis enfin, des arbitrages qui trop souvent sont défavorables
avec des considérations écologiques qu'ils portent qui souvent perdent un peu en efficacité au fil du projet, au fil des arbitrages, notamment des arbitrages financiers qu'on pouvait évoquer tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de souligner que beaucoup, vous le voyez, une majorité travaille quand même s'associe des compétences en écologie. Des compétences en écologie pour plusieurs raisons. La complémentarité de leurs expertises, l'enrichissement des projets qui en résultent, ça c'est vraiment récurrent, ils insistent là-dessus, et puis également, là aussi c'est le point récurrent, c'est le fait que le recours à ces expertises, eh bien, elle est encore très contrainte, notamment par des questions financières. Donc certains soulignent qu'ils ont déjà du mal à se verser leurs propres honoraires dans ces projets au budget contraint, etc. Et que du coup, le recours à des compétences, des expertises en écologie, eh bien, est compliqué dans un certain nombre de cas. Alors, quelles sont les stratégies face à ces limites qu'ils peuvent mettre en œuvre pour peser davantage dans les projets d'aménagement urbain? Tout d'abord, ce qu'ils ont fait ressortir presque unanimement, c'est la nécessité d'être présent à tous les stades du projet. C'est-à-dire dès l'amont, dès les phases d'avant-projet, là où le projet s'esquisse, dans ce qu'on appelle la programmation, là où la commande s'élabore, là où on commence à définir ce que le commanditaire va attendre, dans les équipes de maîtrise d'œuvre, évidemment, quand on conçoit les projets, mais aussi, disent-ils, jusqu'en aval, aux phases travaux, pour contrôler que ce qu'ils ont conçu, ce qu'ils ont proposé, ne soit pas, qu'il n'y ait pas des arbitrages défavorables qui soient faits à ce moment-là. Et puis un autre élément qui revient, c'est leur volonté, et c'est avéré dans un certain nombre de cas désormais, d'être mandataire des équipes de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire de ne pas laisser ce rôle de coordination de l'équipe qui va concevoir un projet d'aménagement urbain aux architectes urbanistes, mais de prendre ce rôle de coordinateur de l'équipe. Et du coup, dans cette posture-là, ils peuvent avoir une influence bien plus grande sur leur projet. Et donc, deux mots pour conclure. Tout d'abord, puisque le titre de mon intervention initiale s'interrogeait sur un changement de paradigme, je pense qu'au vu du contenu de ce questionnaire auprès de la profession paysagiste, on est bien dans une période de changement de paradigme. Une pensée écosystémique s'affirme très nettement, ou s'est affirmée dans la profession, et le paradigme de la maîtrise des éléments naturels au sein de la ville recule, au moins dans cette profession. Mais néanmoins, eh bien, comme le disait Nathalie Blanc hier, il y a des résistances fortes, puisqu'ils travaillent à la fabrique urbaine avec tout un tas d'autres acteurs qui, eux, ont des logiques différentes, ont des priorités différentes. Et donc Nathalie Blanc disait hier, et la formule m'a plu, c'est pour ça que je la reprends, elle parlait d'un urbanisme qui n'a pas envie de changer d'ADN. Alors moi je dirais qu'il y a certains acteurs de l'urbanisme qui n'ont pas envie de changer d'ADN. Alors là j'ai plus le temps d'analyser en détail les différents acteurs de l'urbanisme dans ce cas, mais je voudrais simplement terminer sur un petit extrait d'un de mes entretiens avec un paysagiste qui soulignait la difficulté à parler avec les promoteurs. Et lui, il disait, en fait, il nous faudrait, dans notre agence de paysagiste, un transfuge d'un promoteur qui connaît la manière dont les promoteurs font leur marge, travail, etc. et pouvoir finalement discuter avec eux sur des bases d'égalité, puisqu'il souligne dans cet extrait que ces questions de marge financière, de rentabilité, eh bien, c'est un obstacle auquel ils se heurtent fréquemment. Donc, effectivement, il y a tout un tas d'acteurs dans les projets d'aménagement urbain qui résistent à ce changement de paradigme. Mais j'allais dire, dans tout changement de paradigme, hein, c'est un processus heurté avec des résistances, donc c'est pas très surprenant. Merci. Désolé d'avoir été trop long. Merci. Est-ce qu'il y a une question d'explicitation sur un point de détail? Oui. Alors vous pouvez appuyer sur... Bonjour, merci. J'avais une question. Est-ce que vous avez pu prendre en compte des éléments dans votre étude en lien avec la formation de ces paysagistes, l'école d'où ils viennent, et est-ce que vous avez donc pris en compte, on va dire, le caractère des écoles de pensée des paysagistes dans vos entretiens?
Et peut-être aussi leur âge et des données presque sociologiques. Est-ce que ça peut vous aider aussi dans votre étude? Alors oui, dans le questionnaire j'ai ça, dans les entretiens j'ai ça. Enfin, j'ai demandé de quelle école ils étaient issus et depuis combien de temps ils exerçaient. Hélas, ces questions n'ont pas été systématiquement remplies. Donc je n'ai pas sur les 69 réponses un panorama complet de la chose, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était dommage, mais néanmoins on voit bien quand même qu'il y a un certain nombre de jeunes praticiens qui soulignent que pour eux c'est des choses qui ont été enseignées dans les écoles de paysagisme, etc. D'autres, des plus anciens, qui disent mon métier, ma pratique professionnelle a changé, a évolué, c'est plus tout à fait le même métier, donc on voit ces effets de génération. Les effets d'école de pensée, disons, liés au lieu de formation, j'ai pas suffisamment d'informations pour les retracer, mais les entretiens m'ont aussi permis quand même d'esquisser, même s'ils ne sont pas très nombreux, mais de mettre en évidence un certain nombre de points, notamment un entretien avec un paysagiste qui dirige une agence assez reconnue, qui est Quadra, disons, qui a été diplômé en 2000 et qui soulignait bien les spécificités un peu de sa génération par rapport à ces enjeux écologiques, mais aussi par rapport à l'insistance sur les usages. Donc, si vous voulez, il se positionnait bien effectivement par rapport à ceux qui avaient été ses profs, ses modèles, les paysagistes justement reconnus, etc., internationalement, en disant, oui, nous on a intégré tout ça, mais en même temps, d'un certain point de vue, on se positionne contre ou de manière un peu différente de ces figures tutélaires. Donc il y a quelques éléments, mais pas suffisamment à mon goût pour être exhaustif. Oui, non, en tout cas, je vous remercie pour la présentation, ça me parle beaucoup puisque j'ai vraiment fait tout un travail similaire dans ma thèse. Je voulais juste vous poser une question. Comment faire la différence entre un discours sur une pratique et un discours un peu plus corporatiste, de défense de la profession, promotion de la profession, puisque finalement, ces paysagistes, ils sont aussi presque des porte-parole de leur école, de leur mouvement de pensée, mais aussi d'une manière de défendre cette profession qui essaie d'avoir plus de marché, qui essaie de grandir. Et du coup, on peut se poser la question de savoir est-ce que ce qu'ils racontent, c'est ce qu'ils voudraient faire, est-ce qu'ils ambitionnent pour leur profession, ou est-ce que c'est ce qu'ils font vraiment tous les jours dans leur pratique? Oui, évidemment, ce matériau, il a lui aussi il a ses limites. Pour me positionner, j'ai souligné les limites, enfin j'ai repris d'ailleurs les limites que soulignaient les auteurs de l'étude sur laquelle je m'appuyais. Mon corpus également, il a tout un tas de limites, donc ça déjà c'est la première chose. Et après, j'allais dire, j'ai posé tout un tas de questions qui ne transparaissent pas ici forcément, mais très précises, très concrètes sur leur pratique, jusqu'à des choses très techniques, du quotidien, etc., qui avaient pour fonction de les amener sur ce terrain justement plutôt de ce qu'ils font, de leur pratique, plutôt que de ce qu'ils ambitionneraient dans l'idéal. Donc j'espère que ça a orienté plutôt dans cette dimension. Merci. Merci pour cette présentation très riche. Il y aura un deuxième temps de questions qui auront à la fin de toutes les présentations. Donc maintenant, nous accueillons Anaïs Légessi qui va nous parler des écoquartiers à Toulouse. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Anaïs Légessi, donc je suis ingénieure paysagiste de l'école d'Angers. Et j'ai pratiqué longtemps en agence avant de me tourner vers la recherche. Aujourd'hui, je suis maître de conférence associée à l'école d'architecture de Toulouse. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de la critique en paysage, et notamment sur l'écoquartier Vidaillan à Toulouse. Donc, je commence par la définition du paysage, de la Convention européenne du paysage, qui est donc une partie de territoire tel que perçu par les populations et dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leur interrelation. Donc le paysage est une réalité matérielle et immatérielle,
Et moi, je me positionne vraiment dans la perspective de la recherche sur le projet et sur les pratiques. Donc, depuis maintenant quelques années, je cible l'étude de l'évolution des pratiques des paysagistes au regard de la conception urbaine écologique. Et donc, une question dans mes recherches, c'est comment les concepts de la science écologique sont progressivement incorporés dans les pratiques de la conception, notamment pour le paysage. Alors aujourd'hui, on a toute une littérature. Là, je cite un auteur américain qui définit deux principes. Le paysage peut être utilisé comme médium de synthèse scientifique et aussi comme méthode de conception pour promouvoir l'innovation et la conception urbaine écologique. En France, on hérite en tant que profession de plusieurs héritages, et notamment l'héritage culturaliste et naturaliste. Ce que appelle par exemple Philippe Madec l'éco-socialisme à la française. Donc, on va vers un hybride en fait, et ce qu'appelle Donadieu la notion de bien commun éco-paysager hybride. Donc provenant finalement d'une partie, en partie de biens communs écologiques éco-centrés, donc ce que j'ai appelé ici naturaliste, et de biens communs paysagers anthropocentrés, donc l'héritage plutôt culturaliste. L'écologie aujourd'hui est considérée comme un facteur d'inspiration, une poétique commune en paysage. L'approche paysagiste se place à l'interface entre pragmatisme écologique et éthique écologique, une forte collaboration entre les paysagistes et les écologues, et une éco-poétique qui se forme aussi dans les discours sur le rapport sensible homme-nature. Bon, moi, je travaille sur les écoquartiers, entre autres, donc le programme gouvernemental qui vraiment est monté en puissance depuis 2009 à peu près, avec de nombreuses campagnes de labellisation et une méthodologie d'évaluation sur mesure mise en place par le gouvernement, par le ministère, avec des collectivités labellisées et une charte. Donc le travail de thèse que j'avais conduit à l'époque, c'était l'évolution des pratiques des paysagistes dans ce type de quartier. Et donc j'avais vraiment focalisé sur le projet, les pratiques, par des entretiens, par des analyses de documentation de projet et par des visites de sites. Donc j'avais étudié des écoquartiers en France et au Royaume-Uni. Là, je vous ai listé un peu les domaines que j'avais passés en revue, par rapport notamment à la grille de critères écoquartiers. Donc j'avais 8 cas d'études. Alors j'étais quand même ciblée sur le cas français, mais avec une fenêtre d'ouverture au Royaume-Uni, puisque pour moi-même j'ai pratiqué longtemps en agence au Royaume-Uni et j'ai habité de nombreuses années aussi là-bas. Donc j'avais cette fenêtre d'ouverture qui m'a aussi permis justement d'observer l'aspect plus naturaliste. Alors je vous donne très rapidement les résultats puisqu'ensuite je développe en fait aujourd'hui plus précisément sur un des cas d'études d'écoquartier. Donc au cours de la thèse, nous avons vu en fait qu'il n'y avait pas forcément d'évolution radicale du processus de conception des paysagistes, avec plusieurs domaines, catégories de domaines écologiques étudiés. Donc, 3 domaines, l'eau, la biodiversité et l'agriculture urbaine, qui étaient un facteur fort de différenciation des pratiques paysagistes et qui, finalement, fonctionnaient en faveur d'une intervention du paysagiste dans les quartiers écologiques. Le domaine des déplacements et des transports qui, lui, finalement, nécessitait une intervention paysagiste en amont, et puis des domaines moins développés comme le sol, le recyclage, les déchets et les énergies renouvelables qui, en fait, demandent un investissement et un coût assez élevé en amont du projet et pour lequel les paysagistes n'étaient pas encore très impliqués. Même au niveau du sol, en fait, puisque ce sont des pratiques et des techniques assez poussées. Ensuite, on avait aussi montré que les pratiques paysagistes écologiques, en fait, étaient déjà existantes bien avant, évidemment, le domaine, le programme gouvernemental des écoquartiers, et que peut-être le caractère innovant à mettre en évidence, c'était l'idée de traiter finalement tous ces critères écologiques de front, dans des espaces multifonctionnels et de qualité, et de rendre visibles aussi ces arguments écologiques. Nous avions mis en évidence plusieurs types en fait, de compréhension de l'écologie dans ces écoquartiers, donc l'écologie comme bon sens ou sous-entendu, finalement préexistante à l'écoquartier, au programme écoquartier, l'écologie comme facteur d'inspiration, donc qui permet de guider finalement presque le trait de crayon,
L'écologie comme connaissance fine du milieu, c'est-à-dire vraiment comprendre le contexte et le lieu pour mieux s'y insérer par le projet. L'écologie comme approche techniciste, donc là avec un aspect un peu réducteur et presque un peu critiqué par les paysagistes comme étant un peu réducteur. L'écologie comme plan de gestion, c'est-à-dire regarder le temps long du projet, l'évolution à long terme. Comme outil de conception, ça renvoie un peu avec le facteur d'inspiration. Et puis enfin, comme posture politique, donc là vraiment sous-entendant l'idée que tout le système, en fait, même de développement urbain, doit être repensé et qu'on se positionne dans cet échiquier politique. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de poursuivre un travail sur un cas d'étude en particulier, donc d'étudier l'évolution de ce quartier sur le temps long à travers une analyse de projet et de voir un peu comment les habitants s'y installent, comment le relais est passé à une vie qui s'installe dans le quartier, et notamment autour de l'appropriation, la gestion du temps long du paysage. Puisqu'en fait, c'est vraiment une question assez cruciale du projet de paysage. Et alors pour ça, je me positionne dans une dimension que je suis en train de développer actuellement, la critique en paysage, donc qui se réfère à la théorie critique et à la pensée critique. La critique a une tâche, renseigner sur comment regarder une œuvre d'art afin d'en avoir une expérience la plus riche possible. Donc c'est l'évaluation scientifique d'un projet grâce à l'opinion subjective fondée de l'auteur. Donc une évaluation experte, mais une subjectivité fondée. La critique en paysage est un genre encore assez peu reconnu dans la recherche. Or, ce genre stimule l'innovation et il convoie la conception vers les mondes non professionnels et forme l'identité des disciplines de la conception. Donc il crée un savoir transférable pour la profession et du paysage et des autres professions, architecture, urbanisme, etc. Donc l'idée c'est d'explorer plusieurs dimensions. D'abord comprendre pourquoi un projet crée un savoir utile, une nouveauté. Quel est le contexte politique et social autour de ce projet, comment il est accueilli localement, comment il a évolué, quelle est la relation au dessin originel du projet, quels sont les usages, l'appréciation du projet aujourd'hui, quelle est la relation entre l'appropriation et ce que le projet était censé résoudre, par rapport à ce qu'il y avait avant et par rapport à la demande sociale, comment le projet fonctionne-t-il aujourd'hui, et cela à travers des aspects subjectifs et objectifs d'analyse. Avec une perspective de transfert de compétences vers la profession, de bonnes pratiques, de valeur ajoutée pour la profession, mais aussi pour la société. Donc les conditions de la critique, c'est évidemment d'avoir une revue de littérature assez solide, avec une méthode, un angle spécifique de questionnement, prendre en compte divers aspects de l'effort collectif du projet notamment, et intégrer une compréhension plurielle des termes de paysage et de nature. Donc l'idée c'est vraiment de prendre en compte l'évolutivité, le caractère changeant du projet et du paysage, la dimension multisensorielle et la relation culturelle à la nature. Donc c'est ce que je vais vous présenter ici sur l'écoquartier Vivaillon. Donc à chaque dimension écologique annoncée par le paysagiste à l'origine, on essaie de regarder l'évolution de cet aspect, comment ça a été réapproprié par la population et comment ça évolue aujourd'hui. Et donc là, ce que je vous présente, c'est un travail encore en cours, avec des résultats partiels, voilà, mais que je continue encore aujourd'hui. Donc la méthode, c'est vraiment l'analyse de documents, planification et de projets, avec visite de sites récurrentes, des entretiens d'habitants, d'associations, et notamment j'amène aussi mes étudiants sur le site pour expliciter certains aspects. Donc le suivi, finalement, il dure depuis 2010 maintenant, puisque c'était un des cas d'études de ma thèse, donc j'ai réussi à vraiment suivre le projet sur un temps assez long. Donc je vous présente un peu des aspects du projet. L'écoquartier il se situe à l'est de Toulouse, vous voyez, je ne sais pas si je peux pointer, ouais. Là ça c'est le centre-ville et on a la ville Arbus ici avec l'aéroport en fait. Et donc Balma c'est ici. Alors en mars 2019, la ville de Toulouse a publié sa politique des grands parcs toulousains, et donc on a la Garonne évidemment, le Canal, la Margelle, le Touche, et puis on a la vallée de l'Ers. Le quartier se situe vraiment de manière adjacente sur les coteaux le long de ce grand parc de l'Ers. C'est aussi un quartier qui est très bien desservi par les transports en commun, puisque,
Très bien. En fait, il est à 15 minutes à pied du terminus du métro, ce qui le relie de manière plus ou moins directe avec un réseau métropolitain. C'est un quartier, donc ici en grisé, qui donc, se situe, comme je le disais, proche de la vallée de l'Ers, mais aussi d'infrastructures routières, puisqu'on a la rocade, un échangeur et l'autoroute qui part vers le Tarn ici. Et donc, on est positionné sur les coteaux, avec donc une porte métropolitaine ici, assez importante, des quartiers commerciaux d'activités très importants, avec un très grand centre commercial ici, et toute une partie de parcelles agricoles ici. Donc on est vraiment à une lisière en fait métropolitaine. Alors voici le plan masse. Ce quartier, il fait 31 hectares, avec 15 hectares d'espace perméable ouvert, 1250 logements de typologie variée, avec 2800 habitants et 2600 emplois nouveaux. C'est une typologie qui est assez diverse, avec des logements, des commerces, des équipements, des bureaux, une mixité sociale avec 25% de logements sociaux, et un parc au milieu qui sert de lieu de rencontre et de poumon vert. On a aussi un accent particulier qui est mis sur la gouvernance participative, et puis tout un processus d'évaluation sur le temps long, et une première en France, c'est un parking à concentrateur solaire. La chronologie, c'est 2005 pour les premières études urbaines, 2010 pour le début de la construction du quartier, 2012 pour les premiers habitants, et 2019, on est encore à construire les derniers logements en lisière du quartier. Le contexte politique et social, c'est qu'on avait un contexte de départ assez défavorable, puisqu'on avait tout un quartier pavillonnaire qui voyait d'un œil un peu négatif l'arrivée d'un quartier plus dense, avec justement des logements sociaux. Donc aujourd'hui, on a un équilibre, une vie s'est installée. Par contre, la phase 2 d'extension est bloquée, un peu pour les mêmes raisons, avec une opposition à la densification du tissu urbain dans ce contexte. Alors, donc d'abord, je vous présente un peu les caractéristiques du dessin, en fait, donc c'est basé beaucoup sur l'entretien des paysagistes. Ici, c'est le bureau d'études Mutabilis parisien, qui m'ont transmis des documents, mais c'est aussi des urbanistes, évidemment. Donc, on est là sur une trame qui est adaptée au relief collinaire du site, avec 7% de pente, et vous voyez ici une trame vierge qui s'installe sur cette pente. Ça, c'est en 2010, juste avant la construction. Donc, on voit la vallée de l'Ers, les coteaux en face, et le quartier qui s'installe. Alors, l'idée, c'est que toute la trame, en fait, et l'installation en balcon sur la pente, essaie de conserver des perspectives. Elle y arrive, il y a vraiment des perspectives sur le grand paysage qui ont été conservées. On arrive quand même à voir assez bien dans quelle géographie, quelle géomorphologie on se trouve. Et vous voyez dans les documents de prescription du projet, en fait, ça fait partie vraiment des conditions qui étaient inscrites, de faire des césures de toiture, de faire une diversité de façades. Vous voyez ici en axonométrie qu'on essaie de respecter donc, ces perspectives. Un autre aspect, c'est la biodiversité avec le renforcement des corridors écologiques régionaux. Donc vous voyez ici que la trame en fait, de cet écoquartier respecte et renforce ces corridors. Et cela en fait en retissant un maillage agricole préexistant, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur des trames agricoles qui étaient préexistantes au projet pour permettre un support de déplacement de la faune et de la flore, mais aussi des trames vières en fait, du quartier. Donc on voit ici, par exemple en rouge, les anciens alignements, les anciennes haies agricoles, et par-dessus en vert les propositions et le vière en fait. Et on voit que l'urbaniste et le paysagiste ont essayé de vraiment suivre cette trame préexistante. Et donc on le voit aussi dans la qualité des espaces publics qui ont été construits. On a en fait, des arbres matures, des alignements qui étaient préexistants au projet et qui donnent une grande qualité tout de suite au quartier et aux espaces publics mis en œuvre. Par exemple, ici on voit un arbre existant qui est situé dans une parcelle privée. Une autre dimension aussi, c'est un retrait des façades de 1 mètre ou 2 mètres, en fait, pour permettre une lisière végétale
entre l'espace public et l'espace privé. Donc là, on voit que le végétal est utilisé pour hiérarchiser les espaces et pour permettre une sorte de porosité entre le public et le privé. Donc c'est vous voyez ici, hein, par exemple, le long des cheminements, on a toujours 1 mètre ou 2 entre l'espace public et les façades des bâtiments. Et cet espace, en fait, il est géré à l'origine par la SEM qui a mis en place le quartier, puis ensuite ça a été rétrocédé au syndicat de copropriété et aussi au service de la ville. Et parfois réapproprié par les habitants eux-mêmes. Alors ce qui est intéressant sur cela, c'est qu'en fait, et là je vous ai montré un exemple, c'est que sur certaines bandes, en fait, l'aspect gestion est pas clair, et c'est là qu'on rentre un peu dans le temps long du projet. Et il est tellement peu clair que parfois il est laissé en fait entre guillemets à l'abandon puisque le syndic ne veut pas faire la gestion, les services de la ville non plus. Et finalement ça donne des choses très intéressantes puisque c'est là qu'on a une nature moins ordonnée qui va reprendre le dessus et qui va envahir des espaces non gérés de manière fréquente. Un autre aspect, c'est l'idée que sur chaque parcelle, on a une pleine terre, une ouverture de la pleine terre au minimum de 40%, avec une rétention à la parcelle d'eau d'au moins 80% du volume des eaux pluviales. Donc on a une grande perméabilité dans tout le site en fait, et on le voit vraiment au niveau des jardins et de la présence en fait vraiment de parcelles enherbées, de végétal et de parcelles perméables. Alors, un aspect très important de ce site aussi, c'est la gestion de l'eau, puisque on est sur un sol qui est assez peu perméable et une pente assez forte. Donc, ça a été une contrainte assez importante pour le paysagiste qui a réfléchi à comment quand même essayer d'avoir un drainage sur site le plus grand possible. Vous voyez ici qu'en rouge, on a la gestion de l'eau qui est canalisée en perpendiculaire à la pente, mais quand on se place en parallèle à la pente, les paysagistes ont essayé de mettre en place des nous paysagères qui accompagnent les mobilités, notamment piétonnes, actives et véhiculaires, avec donc un cloisonnement régulier de ces nous pour pouvoir permettre de capter, de retenir l'eau sur site pour avoir une infiltration maximale sur le site. On voyait un peu le résultat de ces nous qui traversent tout le paysage de l'écoquartier, qui permettent aussi une biodiversité assez intéressante avec un système de fauche et de gestion qui est assez peu élevé en fait, donc qui laisse libre cours aux espèces et à la nature de se développer sur ces nous. Alors, ce qui n'est pas sans problème par rapport à une perception de cette nature parfois un peu incontrôlée de la part des habitants. Un autre aspect, c'est un jardin creux qui récolte donc toutes ces eaux pluviales et qui fait aussi office de bassin d'orage en fait pour des crues décennales, pour des orages importants qui ne sont pas forcément très fréquents mais qui doivent être prévus. Donc là, on a tout un jardin qui est inondable mais qui reste aussi accessible. Donc là, ici, en fait, on voit ce bassin en construction en 2010, avec, vous voyez, quand même la possibilité d'y accéder. Et ça, c'est aujourd'hui, donc on voit que la végétation s'est vraiment développée, les arbres ont grandi, on a toujours les accès, et en fait, le système de fauche et de gestion, il est quand même assez peu fréquent. Du coup, on a une nature qui a vraiment pris le dessus. Donc c'est un cœur vraiment végétal du jardin de Vidaillon. Et puis, de l'écoquartier. Et puis ensuite, on a une série de 3 espaces publics de grande qualité, qui permettent des usages diversifiés et partagés par rapport aux temporalités du quartier, puisque c'est un quartier qui accueille beaucoup de bureaux, donc on a beaucoup de gens qui viennent travailler là et qui utilisent ces espaces publics durant la journée, alors que les habitants l'utiliseront le soir et le week-end. Donc en fait, ce sont des espaces publics qui sont utilisés quand même de manière continue. Donc on a ce grand jardin au cœur du quartier qui a une grande amplitude, avec une qualité urbaine et des matériaux, bois, cycortène. Donc on a quand même ce vocabulaire écologique.
On a voilà, des espaces de jeux pour enfants, un vocabulaire de mobilier urbain contemporain aussi assez riche. Alors je vous montre un autre espace public qui est un square au bout, qui fonctionne en balcon avec des gabions et des galets de Garonne. Donc on voit quand même un souci de la qualité urbaine ici. Des voiries partagées qui voilà, se partagent entre piétons, cyclistes, voitures. Et quand on a une voirie pour voiture, on voit que la place de la voiture est réduite au maximum avec des largeurs très réduites. Et puis un jardin partagé qui a été dessiné, donc ça c'était au départ à la construction et qui maintenant est très approprié par la population. Et la lisière avec l'agriculture, voilà, position comme je disais péri-métropolitaine. Et l'aspect donc gouvernance qui est quand même très fort aussi dans ce quartier, qui est vraiment une vie locale qui est portée par un groupe de travail, un comité de pilotage, un comité de coordination, un groupe de travail aussi à la métropole. Une cohésion et une mixité sociale assez élevée avec de nombreux, avec 25% d'habitat, de logement social, et une maison de quartier qui est en train de se mettre en place. Avec une association de quartier d'ailleurs qui est très vivante et qui porte vraiment le projet. Alors, pour les aspects un peu critiques justement et de mise en perspective par rapport à tout ça, donc on a un quartier qui fonctionne aujourd'hui et qui est assez reconnu en fait dans la métropole toulousaine avec des pratiques exemplaires pour la profession de paysage. Alors notamment, on s'inscrit un peu dans la ligne de l'amplification géographique puisqu'on a un lien au territoire avec ces perspectives que je vous ai montrées, le lien au passé agricole avec la trame agricole qui est encore un peu présente, la vallée de l'Ers, et donc un lien qui a été conservé dans ce sens-là. Et donc une hypothèse qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce quartier pourrait être un précédent pour une identité urbain-rurale périmétropolitaine paysagère dans ces écoquartiers. Puisqu'on est ici à un point d'accroche hybride, en fait, d'essayer finalement de dépasser cette dualité rural-urbain, cette dualité urbanisme-paysage et cette dualité finalement de l'écosystémique, c'est-à-dire d'une vision un peu scientifiste du territoire, et d'autre part du terroir, donc cette compréhension très culturelle du territoire. On essaie de se placer à l'entre-deux, on voit qu'on a à travers finalement une image paysagère partagée. Si on se place dans une perspective de territoire en projet et finalement qui participe d'un rééquilibrage métropole-territoire, puisque là on est vraiment à la lisière de la métropole, on essaie de voir un peu ce quartier au prisme de la notion de paysage métropolitain, donc d'abord avec les questions d'accessibilité, et là on voit qu'on a quand même un point noir assez important du fait que l'on est à 15 minutes du métro, ce qui quand même pose question pour un écoquartier, puisque ça veut dire qu'il va y avoir quand même forcément des gens qui dépendent de leur voiture beaucoup. On a des lignes de bus, mais qui sont assez peu fréquentes, je crois qu'il y en a une qui passe toutes les 20 minutes. Et on a encore assez peu de fléchage au niveau des mobilités actives et du vélo. Donc là, il y a vraiment une dimension à renforcer. Pour ce qui est de l'envergure métropolitaine et de la coprésence des usages, on a des résidents qui cohabitent avec les bureaux. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant au niveau des temporalités d'usage sur les espaces publics. Par contre, assez peu de liens avec les agriculteurs qui sont vraiment juste à côté, ni trop avec le reste de la commune, c'est-à-dire les anciens habitants, enfin les habitants des pavillons autour. Bien que ça commence, mais ça a pris du temps. Et puis enfin, quand même une multifonctionnalité entre l'aspect écologique, écosystémique, donc tout ce que je vous ai montré, la gestion de l'eau, etc., et quand même une qualité urbaine de l'espace public. Donc on a quand même un aspect d'écologie techno-managériale, puisque quand même on a une liste de critères écologiques à suivre pour cet écoquartier, donc qui peut être critiqué comme étant une posture apolitique, un modèle urbain systématisé, post-démocratique, post-critique. Et donc l'idée ici de la nécessité de la mise en place d'espaces publics démocratiques, de communs paysagers,
avec deux modèles, la figure dominante de l'espace public minéral pour une sociabilité ordonnée, et puis un espace public ouvert pour accepter une nature non contrôlée, une sociabilité plus diffuse qui pourrait se faire en ce genre de quartier. Et donc là, ici, on a des paysagistes qui peuvent porter un tel discours par le partage de compétences, par un vocabulaire partagé, par une expertise hybride et par un aspect plus politique. Donc voilà, donc les pistes de réflexion finalement que j'ai soulevées aujourd'hui, c'est l'écologie comme vision encore assez scientifique du territoire, mais aussi une écologie comme un engagement politique pour le territoire, inclusion sociale, participatif, les communs, l'écologie politique. Un décalage entre la grille des critères écoquartiers et l'installation de la vie aujourd'hui que j'ai observé, l'écologie de vie, et elle peut être assez difficilement cantonnée à une liste d'objectifs à atteindre. L'hybridation de la notion donc française de la notion de bien commun éco-paysager, le projet de paysage comme médium de la transition écologique, et puis la critique en paysage, un genre qui émerge aujourd'hui. Et alors juste pour finir, donc moi je suis enseignante en école d'architecture et il y a vraiment aujourd'hui un réseau qui est en train de se mettre en place, qui est le réseau ENSA Eco, pour l'enseignement de l'écologie auprès des architectes. Voilà, je vous remercie. Votre intervention, est-ce qu'il y a une question d'explicitation pour être sûr de bien comprendre l'exposé? Non. Alors du coup, on va passer à la dernière présentation de Simon Blancard sur les nouvelles pratiques de l'urbanisme temporaire. Bonjour à toutes et tous. Alors je suis également paysagiste. J'ai fait mes études à Versailles. Je suis sorti en 2006. Et c'est marrant parce que les deux exposés précédents, finalement, je m'y retrouvais assez bien. À la fois dans l'approche que j'ai en fait en tant que praticien, puisque j'ai travaillé dans un bureau d'études et j'ai encore mon bureau ici depuis une dizaine d'années. Et en fait, je suis aussi enseignant à l'université de Mons, donc à la faculté d'architecture et d'urbanisme. Et donc j'enseigne également à des architectes. Alors j'ai des petits cours, des petites interventions, parce qu'il ne faut pas trop déranger les architectes dans leur propre pratique. Mais du coup, j'essaye à mon niveau en fait, de faire évoluer un petit peu la conscience en fait, des architectes. Alors vraiment, en étant tout à fait humble sur la manière de pouvoir le faire et non pas en me disant que je vais pouvoir tout révolutionner. Et puis depuis 2017, en fait, je suis aussi chercheur. Et donc, voilà, j'en parlerai un petit peu plus en détail. Ici, aujourd'hui, ce que je voudrais en fait un peu vous présenter, c'est l'évolution finalement de mon parcours. On parlait de plusieurs choses. Et donc, en fait, l'idée, c'est un peu ici de découvrir aussi une autre facette aussi des paysagistes. C'est que je trouve que les paysagistes, et on en a parlé juste avant, les paysagistes font de plus en plus en fait dans l'espace et dans le paysage. Et donc moi je me positionne clairement en tant qu'aménageur. La manière dont je suis arrivé finalement au paysage et à faire ces études de paysage, c'est un parcours relativement progressif. Donc j'ai fait mes études en France, j'ai fait un bac STAE, Sciences et Technologies en agronomie en environnement. Ensuite, j'ai fait un BTS en aménagement paysager. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle coordonnateur de projet en aménagement paysager. Pour enfoncer le clou, j'ai terminé mes études à Versailles. En fait, ce qui pour moi est important, et c'est ce qui a été retranscrit dans les deux exposés précédents, c'est la question de la pratique du vivant.
Et en fait, moi, c'est là-dessus que je suis venu, c'est-à-dire que je me suis mis à bras-le-corps à pratiquer le vivant, à le manipuler, à le transformer pour essayer en fait de comprendre cette notion, la notion du temps, la vision temporelle des choses. Et donc comment finalement le vivant évolue ou évoluait en fonction de l'action de l'homme. Ici, ce qu'on voit en fait, c'est lors de mon mémoire de fin d'études, je me suis inscrit en fait sur une friche industrielle. Et en fait, j'ai agi sur cette friche parce que j'y voyais en fait une capacité à essayer de la transformer, de lui donner en fait une autre valeur et en fait essayer aussi de voir comment le temps jouait à la fois sur la question des couleurs, sur la question de la forme, sur l'évolution du milieu, sur la question des saisons, mais aussi l'influence qu'avait l'action finalement sur ce milieu. Et donc j'ai inscrit ces deux notions, la notion du vivant et la notion du temps, pour re-questionner finalement, ou en tout cas à mon propre niveau, d'essayer de re-questionner la manière de faire du projet. Et en fait, comment l'action pouvait ou peut mener à la réflexion. Et c'est ce que je continue en fait à faire dans le projet Jardin d'expérience dont je vais vous parler. Et comment finalement une action répétitive, cyclique, permettait de générer un projet dans le temps qui, du coup, devenait un projet, comment dire, presque de planification, en fait, de l'espace. Voilà, ça c'est aussi une image de mon diplôme. En fait, j'ai continué parce que non seulement je trouvais ça chouette, l'école, en tout cas j'ai rencontré pas mal de potes là-bas, et en fait j'ai continué sur un terrain familial de 2007 à 2016 à faire ce que j'avais appelé à l'époque des chantiers projets. Parce que je ne savais pas vraiment comment l'appeler. On verra après, j'ai découvert un peu, en faisant justement, ce que dans le champ scientifique on peut appeler de l'urbanisme temporaire. On verra ça après. Mais voilà, l'idée c'était de continuer à rencontrer des gens et à se faire rencontrer d'autres personnes, voilà, autour d'ici d'un plat de pâtes, sur un terrain qui n'était pas le mien en particulier, plutôt celui du coup de ma mère, mais voilà, qui me laissait champ libre, tu as un espace et tu te débrouilles. Et donc je suis rentré en fait dans cette espèce d'expérimentation du terrain et de l'espace, et en construisant dans cet espace, et donc en essayant du coup de s'approprier l'espace, de s'inscrire dans l'espace à différentes temporalités. Souvent on s'inscrivait plutôt avant la reprise végétative ou juste avant l'hibernation. Et du coup, ce qui moi était important à un moment donné, c'était aussi se faire rencontrer et différentes compétences, différents échanges de partage en fait, et vraiment un partage de compétences et de savoir-faire. Après, ça rame un peu. Au final, je me suis inscrit déjà dans une espèce finalement de respect de la nature et en faisant avec. Et c'est ce qu'on disait juste avant aussi, hein, la question du refuge, des zones de laisser-faire, la nature comme étant matière à projet, mais aussi faire avec et le déjà là. C'est-à-dire que la petite cabane, et donc voilà mon fils qui est juste en dessous, cette petite cabane, elle a été inscrite à un moment donné, on s'est positionné, on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'on allait la mettre, et finalement c'était le meilleur endroit qui du coup était en meilleur lien avec ce qui se passait autour. Toujours dans une logique d'aménagement. En 2013, je suis arrivé à la fac d'architecture et d'urbanisme à Mons. Et donc je donne deux cours, un cours en troisième année d'archi, qui est histoire et théorie du paysage, donc qui est plutôt vraiment axé théorie, où là j'ai presque une centaine d'étudiants qui sont devant moi à être finalement relativement passifs. Et de l'autre, en cinquième année, un cours qui s'appelle complément d'analyse et lecture du paysage. J'ai finalement proposé aux étudiants, dans cette case-là, d'essayer de pratiquer, de faire un peu des choses, finalement d'essayer de transmettre une espèce de passion que moi j'ai dans la manipulation de la matière, à la fois la matière vivante et à la fois la matière d'une manière générale. Donc vous aurez bien compris que je suis à la fois dans l'atelier, mais à la fois sur le terrain. Et la question du terrain, elle me plaît beaucoup. C'est pas simplement que le suivi de chantier, mais c'est aussi faire sur le terrain, et on verra après. En 2015, il y a eu la capitale européenne de la culture à Mons.
Et des étudiants se sont lancés en fait dans ce qu'ils ont appelé l'instant œuvre architecturale, dans la création en fait de cette œuvre éphémère qui est restée là 2 mois. Et en fait, j'en ai saisi l'occasion pour monter le projet Jardin d'Expérience qui en fait maturait depuis une dizaine d'années dans ma tête. Et du coup, j'ai monté le projet pédagogique sous forme de chantier qui s'appelle Jardin d'Expérience. Alors, Jardin d'Expérience, aujourd'hui, on a un peu réduit pour l'appeler GEX, parce que Jardin d'Expérience, c'était un tout petit peu trop long. Mais l'idée, en fait, c'était de pouvoir faire une espèce de diminutif. J'explore, j'expérimente, j'exprime, j'expose, j'expulse, et au final, former une équipe de GEXperts. Aujourd'hui, le Jardin d'Expérience, on a fait à peu près 18 ateliers. On s'est approprié 2 hectares sur 4 sites différents, un espace public, un espace privé, un espace pour déficients mentaux et un espace scolaire. On a fait aussi un colloque, comme je vous disais. Pour moi, la question de l'action et ensuite la réflexion est importante. Donc on a d'abord agi dans le cadre d'un workshop. Donc le Jardin d'Expérience, c'est vraiment ça, c'est un workshop. Et puis ensuite, on a réfléchi sur qu'est-ce que les actions qu'on avait réalisées permettaient en fait de penser un peu plus loin, et notamment sur le renouvellement en fait de la pratique des architectes, urbanistes et paysagistes. Ça, c'était le premier thème, le thème du premier colloque. Depuis, en fait, on s'est regroupé dans un réseau qui s'appelle PAPA, qui est Pédagogie par l'action au paysage en architecture. C'est un réseau interuniversitaire qui est vraiment tout jeune. On n'a pas encore monté de colloque ou monté d'action. On espère pouvoir le faire prochainement. Mais voilà, ça c'est un peu la continuité finalement de ce que je porte ou de ce que j'essaye de porter, simplement en faisant. Et donc les choses arrivent au fur et à mesure. Alors Jardin d'Expérience, je ferai juste c'est une espèce de prétexte finalement à recherche aujourd'hui. Je m'appuie là-dessus dans le cadre de ma recherche pour essayer du coup en tout cas dans l'édition 2018, pour essayer d'essayer de questionner quels sont les moteurs de l'action dans les espaces publics, et notamment plutôt dans les questions du périurbain. Et ça, je reviendrai dessus après. Pourquoi ? Parce que la question de l'urbanisme tactique ou l'urbanisme temporaire en contexte urbain et métropolitain est aujourd'hui fortement institutionnalisé, donc très détourné de son usage initial, alors que, parce qu'il y a une pression foncière particulière, alors qu'en contexte périurbain, voire rural, le moteur de l'action n'est pas du tout le même. Je reviens juste sur le process du Jardin d'Expérience. C'est un process en 3 temps, et on verra, il y a d'autres temps ensuite, qui sont les temps de retour à la normale, je dirais, l'après-temps d'action. Et donc, on a une semaine où on conçoit, les étudiants conçoivent ce qu'on appelle une stratégie d'occupation d'espace. Ils sont relativement libres, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent imaginer un projet d'appropriation de l'espace. Et puis ensuite, pendant 5 mois, on prépare en fait le chantier. C'est-à-dire qu'on forme des groupes de travail, que ce soit en logistique, parce que le projet ne manipule aucune matière nouvelle, mais c'est que de la matière de recyclage, de réemploi. Et donc en fait, on va glaner dans tous les chantiers autour pour récupérer un maximum de matériaux, qui en fait va être derrière la matière à projet, mais on a aussi des partenariats avec des pépinières, avec des boîtes de BTP, avec des fabricants d'outils de jardin, et on verra juste après. Voilà. Qui nous permettent en fait de réaliser le chantier avec un coût zéro. Donc je me suis rendu compte que faire ça, finalement, cette action revêtait de l'urbanisme temporaire. Alors, le sociologue Benjamin Pradel, qui pour moi est la définition en fait, qui cible mieux le plus cette action, c'est une action d'organiser, d'aménager, surtout de cibler en fait, des espaces à enjeu. On parlait des usages aussi tout à l'heure, de stimuler les usages. Pour un réinvestissement social et une transformation spatiale à long terme. Alors c'est marrant, mais dans cette définition, on ne voit pas du tout la question et la place de la nature, ou la question du végétal, mais on verra toute l'importance que peut revêtir
végétale, justement dans la manière de transformer les usages, de transformer l'espace, ou même de transformer la capacité des habitants, c'est-à-dire des personnes qui occupent l'espace, pour essayer en fait de s'approprier et de gérer l'espace autrement. Ici, je voulais juste vous montrer 3 images, donc j'ai essayé quand même de repositionner dans la question du colloque sur la question du réenchantement du sauvage urbain. Ici, c'est 3 temps d'évolution d'un même espace. Donc ça, c'était sur le premier jardin d'expérience, donc ça date maintenant d'il y a 3 ans. Ça, c'était donc en avril 2016, pendant l'aménagement de l'espace. En fait, les étudiants ont dessiné un petit ponton qui passait au-dessus en fait, d'un espace humide pour essayer du coup de ne pas, ou en tout cas de l'impacter le moins possible. Et on voit du coup le temps d'abandon derrière, c'est-à-dire que l'espace est un peu livré à lui-même, l'aménagement commence tout doucement à péricliter. Et donc il y avait en fait 3 copropriétaires, et en fait un des propriétaires qui était dans un congé de longue maladie s'est réapproprié l'espace. Donc ça, c'est une photo qui date de la semaine passée. Je suis passé le voir comme ça, et en fait pour lui c'est devenu un espace d'expérience personnel où en fait il s'implique dans l'espace et dans son réenchantement, ou en tout cas dans sa tentative en fait de se l'approprier tout en ayant un certain respect et en essayant de ne pas tout tondre et tout contrôler. Et du coup, je voudrais revenir sur l'importance finalement du geste, sur la question de l'entretien, sur la question de la culture et sur l'approche de la friche. Moi, j'ai une image tout à fait particulière, donc ça c'est c'est une photo prise la semaine passée aussi, où d'un côté on voit ce que peut générer l'entretien, c'est-à-dire c'est taillé, c'est coupé, c'est propre, et de l'autre quelque chose de beaucoup plus libre et beaucoup plus souple. Donc l'importance du geste, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en évidence en fait dans la caractérisation de la morphologie de l'action au sein de ma recherche, à travers du coup cette recherche-action liée au jardin d'expérience. Je pourrais expliquer ce que le jardin d'expérience revêt exactement, un jardin personnel, à travers un apprentissage expérientiel. C'est un peu ça l'idée. Et on se retrouve du coup dans le périurbain, mais pas que dans le périurbain, à avoir une vision finalement de la nature qui est un peu erronée, c'est-à-dire reste là dans le coin, tiens-toi et ne bouge pas. Il ne faut surtout pas que ça bouge, et il faut que ça reste très lisse et très propre et très droit. Avec tous ces haies, par exemple, de l'élandie, qu'on peut voir dans les lotissements, ce qu'on appelle les lotissements, et donc qui génèrent une certaine, finalement, monotonie à travers un outil qui est la tondeuse, qui est un outil pour moi plus que dangereux, dans le sens, Alain Baraton, dans son livre sur le jardinier de Versailles, nous décrit un peu cette tristesse qu'il a à entendre tous les matins les mecs qui allument les moteurs des tondeuses, des tronçonneuses, des souffleurs à feuilles. Alors ça, les souffleurs à feuilles, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et en fait, ça se ressent d'une manière générale, c'est-à-dire que c'est tellement un outil de complaisance, que c'est tellement génial de passer la tondeuse, de se dire qu'on peut passer, repasser et repasser. Et c'est en fait un outil de domination presque sur la nature, et qui est largement utilisé, et même, je dirais, surutilisé avec les acteurs communaux. Ici, on voit deux ouvriers communaux qui sont en train de s'affairer à nettoyer un massif, et puis à 50 mètres plus loin, on voit tout le matériel qu'ils ont pour bien s'assurer qu'ils vont bien nettoyer l'ensemble de l'espace, avec toujours le traditionnel souffleur qu'on va retrouver, souffleur à moteur bien sûr, pas électrique, qu'on va retrouver à côté de la tondeuse. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un sacré travail de conscientisation encore à faire pour essayer du coup d'inscrire en fait le sauvage dans le contexte urbain et à travers au niveau des acteurs.
Donc l'édition en fait 2018 du Jardin d'Expérience a alimenté la recherche. Donc je vous disais, c'est l'urbanisme temporaire, contexte périurbain, mais finalement quel potentiel pour un urbanisme alternatif. Donc elle m'a permis en fait de caractériser le jeu d'acteurs, donc de créer une cartographie du jeu d'acteurs. Donc ici c'est un des 4 espaces, c'est l'espace public, et elle m'a permis du coup d'identifier quelle place avait chacun de ces acteurs dans l'action en elle-même, et donc dans la manière et dans la chronologie dont l'action se mettait en place. Ce qui nous intéresse et ce qui m'intéresse ici, c'est finalement la question de cyclique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met une gestion en place, il y a forcément un moment donné où on se pose la question de est-ce que c'est la bonne gestion, où est-ce qu'on va, et est-ce qu'il faut la remettre en question à travers un aménagement, ou comment il faut la repenser et la revoir. Ici, le terrain, donc, qui est le cas d'étude, est un terrain qui est ni là ni pas là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un entre-deux. Il y a des nouveaux logements qui ont été construits dans une ancienne cité, plutôt une belle cité d'ailleurs, qui date des années 60. Il y a un foyer communautaire qui a été construit, et puis il y a là cet espace qui a été fraîchement engazonné pour que ça fasse propre, et puis qui a été largement tondu. La première chose que nous, on a imaginé dans le cadre du jardin d'expérience, c'est de créer un point de signal pour dire, voilà, on va s'installer dans l'espace. Et en fait, rien que le fait de s'installer dans l'espace, alors ça a déjà généré finalement un habitat, puisqu'il y a une petite grenouille qui est venue s'installer juste en dessous de l'habitat, au moment où finalement on a dû démonter ce totem, qu'on a appelé le totem de la discorde, puisque le bailleur qui est propriétaire, donc c'est un espace privé d'usage public, ça aussi c'est une subtilité, et donc un espace où le bailleur nous a demandé d'enlever, pour des raisons de sécurité, ce totem. On ne sait jamais, il y a des enfants qui peuvent monter dedans et peut-être effectivement qui peuvent tomber. On pourrait faire tout un chapitre sur l'aspect sécuritaire des espaces. Mais voilà, ça me fait penser du coup aussi à Jacques Simon et tous les livres qu'il faisait sur les espaces ouverts et les espaces libres. Mais voilà, on a, à partir d'une construction temporaire, développé un habitat, et donc on a simplement, en s'installant dans l'espace, généré déjà une première appropriation presque du sauvage, de la faune locale, alors que c'est un espace complètement vide. On se dit, mais comment cette grenouille est arrivée jusque-là, soit. Et donc pendant une semaine, les étudiants en fait, se sont installés. L'action d'urbanisme temporaire, alors je ne rentre pas trop dedans, mais clairement ça transforme en fait les espaces du quotidien, c'est-à-dire qu'on passe d'un espace qui serait visible et qu'on pratique tous les jours, et là d'un coup on change. Alors les gens s'arrêtent, se disent tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous faites ça, et ici on a généré, l'action a généré 5 espaces, une petite aire de jeu qui était déjà là mais qu'on a déplacée, une petite terrasse, quelques éléments plutôt de cheminement, et un potager communautaire. Et en fait, c'est le potager communautaire que les habitants se sont le plus approprié. Et en fait, on a créé d'un non-lieu, on a créé un lieu. Voilà le titre, je vous parlais d'un lieu de partage du vivant. Ben voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire que du coup, les habitants se sont mis à... alors avec des pneus, des outils de recycler, mais se sont mis à faire des jardinières. D'autres ont commencé à mettre et à installer un épouvantail. Alors c'est marrant, est-ce que c'est pour faire peur aux oiseaux ou à la tondeuse? Je ne sais pas. Mais voilà, il y a une école qui est juste à côté, qui s'est installée aussi dans l'espace, et qui en a fait en fait son espace d'expérimentation aussi. Et donc ça aussi c'est chouette parce que il y a aussi toute une logique derrière de fabrication par les enfants d'un imaginaire. Eux s'approprient l'espace, d'un espace qui du coup était, je dirais, ouvert et vide. On en crée un espace, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait en ville, des espaces vides, c'est important aussi, la question d'espace ouvert et d'espace vide. Mais là, de s'approprier un espace, c'est chouette aussi parce que ça permet en fait de re-questionner finalement la manière d'être et de faire.
mais aussi de, entre guillemets, former les générations futures à se questionner sur l'approche écologique, la question du sauvage, la valeur finalement de la terre telle qu'elle peut être et avoir. Alors, avec des résultats plus ou moins positifs, c'est-à-dire que les habitants se sont principalement... Alors vous voyez, ils ont même reconstruit le totem, on voit à gauche. Ça c'est plutôt chouette. Mais voilà, ils se sont plutôt focalisés sur la question des annuels, et donc du potager, et pas sur la question finalement du temps long, et donc des 600 plants que nous avions plantés, et donc qui nous avaient été fournis par une pépinière. Et donc on voit au premier plan ces plants qui ont été périclités, dans le sens où on a eu une grande sécheresse et ils se sont focalisés plutôt à maintenir le potager, les annuels, plutôt que d'arroser les... bon, pourtant je suis passé plusieurs fois, je leur ai dit, mais plutôt que d'arroser les arbustes. Et donc tous les arbustes sont partis, mais voilà, il y en a quelques-uns qui ont repris. Mais ce qui est important derrière, c'est finalement toute cette approche et appropriation et finalement d'une construction d'une image mentale collective à travers l'approche de la culture. Et moi je trouve que, contrairement à ce qui aurait pu être dit ici ou ce que j'aurais pu entendre, la culture peut amener au sauvage, je trouve, dans le sens, la culture à un moment donné, moi je trouve la culture de l'espace, ou la culture de la terre, ou même la culture collective, donc la culture humaine, peut à un moment donné générer de nouvelles formes de vie derrière qui peuvent être des formes de vie sauvage. Et voilà ici toute une colonie de gendarmes, alors j'ai essayé de me renseigner sur le nom, les Phyrochoris sapterus. Donc les aménagements qui ont été faits se dégradent progressivement et sont réappropriés par une autre nature, et donc par la faune derrière qui vient. Alors je ne rentre pas dans le détail aussi de l'appropriation par le bailleur qui lui a commencé à mettre des clôtures un peu partout, parce qu'il s'est dit que c'était important de mettre des clôtures et de cerner bien l'espace. L'ortus conclusus, un jardin, c'est bien un espace qui est fermé. On le voit aussi à travers les dessins, en fait, donc j'en ai toute une foultitude de ces dessins-là, les dessins des enfants, que du coup ils ont commencé à construire une diversité et à dessiner la diversité et cette richesse en fait dans l'espace. Je sais que j'ai encore 2-3 minutes, alors du coup j'ouvrirai un petit peu les choses. La question, ça c'est une photo qui a été prise lors d'une journée d'études à l'ESSAD de Valenciennes, donc l'école supérieure d'architecture, enfin pas d'architecture, mais en tout cas de design, à Valenciennes, donc qui s'appelait Crash Metropolis. Et donc, est-ce qu'il faut du coup jardiner l'urbain pour le re-questionner, c'est-à-dire complètement aller le détruire, le déconstruire, ou est-ce qu'il faut du coup faire avec, c'est-à-dire à la manière de Frédéric Olmsted, comme on a pu le voir hier, et donc du coup l'accompagner. Une autre question, c'est par rapport à la gestion des espaces communs et des espaces publics. Ici, c'est une photo qui est prise à Bruxelles et où on voit en fait qu'il y a déjà une première prise de conscience, et ce serait bien pas trop tôt qu'on puisse prendre en compte la question de la gestion différenciée de l'espace avec les fauches tardives, de se dire qu'on n'est pas obligé de tondre toutes les semaines, mais qu'on peut aussi laisser des espaces de sauvages, ou en tout cas laisser les plantes se développer en ville. Et je terminerai par ces deux petites diapos. Moi je suis fan de Lewis Trondheim, vous connaissez peut-être la série Lapino. Le premier c'était Lapino et les carottes de Patagonie, et le deuxième c'est les nouvelles aventures de Lapino et les herbes folles. Et je me dis voilà, aujourd'hui ce qu'on voit dans le sauvage urbain c'est peut-être ça, et j'espère du coup ce que ça pourrait devenir demain. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette autogestion du temps. Alors, par équité avec les autres présentations, on va d'abord commencer pour voir s'il y a une ou deux questions d'explicitation sur l'exposé de Simon Blanca, et ensuite on va partir dans la discussion plus générale avec les trois intervenants. Oui, alors je vais appuyer sur le bouton. Oui, j'ai une question par rapport à cette présentation, merci beaucoup. Et je me posais la question parce que vous avez parlé justement d'emplois communaux, et il me semble que
C'est quelque chose qui est intéressant à étudier parce qu'on parle beaucoup de conception, de paysagistes, concepteurs, d'ingénieurs, etc. Mais de savoir les travailleurs du quotidien, de la maintenance justement de ces espaces, qu'est-ce qu'ils en pensent du sauvage urbain? Si un employé communal était parmi nous, ce que j'espère en tout cas, qu'est-ce qu'il dirait de cette évolution justement des représentations vers plus d'écologie ou tout ce que vous avez évoqué dans votre présentation? Alors, est-ce que du coup, si on part dans cette approche-là, on leur piquerait pas d'une certaine manière leur boulot? Parce que en fait, leur job, c'est quand même d'entretenir. C'est quand même d'entretenir le cadre de vie. Et donc voilà, ils sont simplement les petites mains d'un système, je dirais. C'est eux qui font d'ailleurs tout le travail. On les chapeaute, on leur dit, toi tu fais ça, tu vas aller là aujourd'hui, tu vas ailleurs, etc. Voilà, je ne sais pas à quel niveau il faut amener la conscientisation, justement, et à quelle mesure et à quelle proportion il faut donner finalement aux sauvages, ou en tout cas dans la question de la gestion différenciée. Parce que voilà, ça reste quand même des postes ultra coûteux, parce que c'est des postes qui se renouvellent régulièrement. En tout cas, pour une commune, ça coûte très cher d'entretenir ces espaces verts. Et on le voit, en tout cas dans ma pratique professionnelle, puisque j'ai eu l'occasion de faire plusieurs master-plans. Donc voilà, ce que vous montriez tout à l'heure, ça me parle beaucoup, parce que c'est ce que moi aussi je dessine, c'est-à-dire on essaye de mettre un maximum d'espace ouvert dans les nouveaux quartiers. Et pour autant, quand à un moment donné, le bailleur doit le céder à la ville dit « Oh là là, non, ça c'est pas possible, alors les nous vous mettez pas, parce que ça va nous coûter cher, il faut qu'on l'entretienne, donc mettez plutôt des pavés. Ah oui, non, des arbres. Non, si vous pouviez mettre du stationnement, ça fonctionne mieux, parce que les arbres, c'est pareil, il faut les tailler, ça fait de l'ombre. Voilà, en plus les feuilles tombent par terre, parfois il y a même des fleurs qui tombent par terre, et donc ça pourrit. C'est sale, on risque de glisser dessus, en tout cas plutôt dans les contextes vraiment urbains. J'entends ce genre de réflexion. Et donc voilà, je sais pas, je pense que c'est plutôt les petites mains, on leur piquerait un peu leur job que de ne pas, ou en tout cas d'ouvrir à plus de sauvages. Voilà, c'est juste qu'on recule là-dessus. Bonjour, donc une question à Sylvain Rode sur cette présentation effectivement très intéressante sur ces paysagistes. Donc la question que je me posais, ou peut-être j'ai manqué la minute où ça a été évoqué, c'est est-ce que ça ne dépend pas aussi des projets? Est-ce que par exemple sur des zones d'entreprise, on attendrait moins des paysagistes que sur des zones d'habitat et de loisirs en ville? Ou inversement, est-ce que sur de la construction, j'ai noté la question parce que ça fait quelques minutes depuis, est-ce que sur des zones de sièges d'entreprise haut de gamme, par exemple, au contraire, on n'a pas le luxe, comme si l'espace vert était un luxe, alors que sur des zones d'habitat relativement plus populaires, eh bien, on va chercher à optimiser, à rentabiliser. Et deuxième question, en quelque sorte, que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi par moment du greenwashing sur de l'urbanisme où on veut un paysagiste parce qu'il faut montrer qu'on a pensé à la question, mais en réalité on n'a pas vraiment envie qu'il y ait quelque chose d'autre que pour l'image devant et pas trop en dehors. Merci pour ces deux questions. Je commence par la deuxième. Effectivement, c'est quelque chose qui est revenu dans les propos des paysagistes qui ont répondu au questionnaire et dans ceux avec lesquels j'ai mené des entretiens. J'ai pas utilisé le terme de greenwashing, mais j'ai souligné dans l'une ou l'autre diapo, en évoquant un peu les limites qu'ils perçoivent eux-mêmes à leur action, des choses de cette nature-là. C'est-à-dire qu'ils soulignent bien que souvent, enfin encore trop souvent de leur point de vue, ils ont le sentiment que leurs interventions peuvent être instrumentalisées pour d'autres acteurs du projet, dont la préoccupation principale, effectivement, est d'afficher un décor valorisant pour leur opération immobilière, pour tirer les prix de vente à la hausse, ou sans cela, même au moins vendre plus facilement leur logement, leur bâtiment, etc. Donc, évidemment, cette dimension, elle est encore fortement présente, et elle est revenue dans les propos qui m'ont été tenus.
Et puis pour la première question, c'est l'importance des contextes. Quel projet donc vous évoquiez quartier d'habitat, siège d'entreprise, etc. Oui, probablement, selon les fonctions projetées dans le quartier, selon les acteurs attendus, des acteurs économiques puissants, du logement social, ça ne se pose pas forcément de la même manière, c'est vrai, mais en même temps, j'allais dire, je me suis aussi... j'ai ciblé, comme je le disais en commençant, les paysagistes ordinaires ou sur des projets d'aménagement ordinaires, c'est-à-dire qu'on voit que jusque dans les projets de lotissement, donc là on est dans de la zone d'habitat, avec en partie du logement social, et bien précisément l'action à sensibilité plus écologique des paysagistes, eh bien, va s'exprimer jusque dans ces opérations qui, il y a quelques années, ne les incluaient pas du tout. Alors, je ne dis pas que ça les révolutionne, ces lotissements, mais par petites touches, dans le traitement des haies, des espèces qui sont utilisées, etc., notamment dans la gestion des eaux pluviales, avec la question des noues, des bassins de rétention et de leur traitement végétal, eh bien, les paysagistes, là, ont le sentiment d'avoir des petits leviers d'action pour justement orienter ces projets vers une meilleure prise en charge du fonctionnement des milieux. Donc, il y a ça. Et puis, le deuxième point, pour répondre à votre question, c'est peut-être aussi des contextes géographiques. C'est-à-dire que ce qui revient dans un certain nombre de propos, c'est qu'on ne peut pas proposer les mêmes projets partout en France. Des choses qui sont possibles dans l'Ouest ne sont pas possibles dans le Sud, etc. Ça, c'est revenu plusieurs fois aussi. Donc, il y avait notamment, dans un entretien, un paysagiste qui évoquait un projet, parce que du coup, je n'ai pas du tout évoqué de projet particulier, hein, je suis resté sur les analyses générales qu'il faisait, mais j'ai demandé dans le questionnaire à chaque personne qu'elle me cite un projet qu'elle considérait comme un peu emblématique de ces nouvelles pratiques, etc. Donc du coup, j'ai de la matière aussi sur des projets, et dans les entretiens, pareil, et un paysagiste me parlait d'un projet qu'il avait mis en œuvre à Lyon, qui, selon lui, était emblématique un peu de son nouveau rapport aux écosystèmes, une pratique qui intègre ces paramètres écologiques de fonctionnement des milieux. Et il me disait, ce qui a été possible dans le contexte lyonnais, parce que déjà à Lyon, il y a des choses engagées depuis pas mal d'années, etc., ça n'aurait pas été possible à Perpignan. Bon, il me disait ça, il avait mis en œuvre récemment un projet d'aménagement d'espace public à Perpignan, donc il s'était confronté, j'allais dire, à la maîtrise d'ouvrage locale, aux élus, etc. Et il avait senti un peu le terrain, la culture locale, et il me disait, ben voilà, là, clairement, il y a des différences de contexte géographique. Donc, peut-être aussi ça joue selon les cultures locales des acteurs, leur habitude à inclure ces problématiques ou pas, il y a probablement des différences aussi. Et puis peut-être juste pour apporter un petit élément de complément par rapport à la première question qui a été posée juste avant, dire que dans l'étude que j'évoquais dans mon introduction, celle d'Ache-Osière et Petit Berghem, ben justement, ils ont étudié, ils n'ont pas étudié uniquement les paysagistes concepteurs, mais ils ont aussi étudié cette écologisation au prisme des services d'entretien des espaces verts, qui effectivement, au quotidien, dans les collectivités, travaillent à cela. Et ils mettent en évidence quand même des évolutions non négligeables dans la matière. Vous avez évoqué la gestion différenciée. Bon, je pense qu'il y a quand même des changements de pratiques et donc des changements de culture aussi dans ces services d'entretien des espaces verts communaux qui sont assez forts à l'œuvre. Alors je ne veux pas faire de la dénonciation, mais on a là dans la salle un directeur d'espace vert d'une collectivité qui peut-être aurait des choses intéressantes à nous dire en la matière.
Guillaume, je ne sais pas si vous voulez rattraper la balle au bon. Dénonciation. Oui, non, je trouve intéressant votre approche. Je suis ingénieur paysagiste formé à Angers, je suis un directeur du cadre de ville, je m'occupe de la gestion, voire la propreté espaciale. Donc je suis largement éloigné de mon métier d'origine. Je suis surtout dans la gestion de la conception et je suis dans la gestion globale de l'espace public et pas seulement dans l'approche nature en ville. Par contre, je regarde cette sensibilité et je constate la difficulté de faire évoluer les pratiques, les perceptions et les représentations des habitants, des élus et des agents. Mais je constate aussi des évolutions et une gamme de fond dominante. Et donc, ne serait-ce que dans la domination, la division qui se fait s'appelle division nature urbaine, c'est pas anecdotique, c'est dans une direction de cadre de vie. Et ensuite, dans l'évolution des pratiques des jardiniers, c'est-à-dire que maintenant on est vraiment dans des jardiniers, des espaces naturels et les jardiniers d'espaces aménagés. Il y a une convergence des méthodes de travail. Déjà par des questions de coût, ça coûte toujours moins cher de moins gérer, c'est bête mais ça marche, par la conscience d'habitants, tout ce qui est propre est considéré comme traité chimiquement, et donc de plus en plus sur des propres évolue par la loi. Depuis 2017 avec le LAB, on a une direction d'utiliser les pesticides sur l'espace public, donc c'est obligatoirement un changement de méthode profonde dans le travail. Et puis ensuite, par l'espace des habitants, la nature fait de moins en moins peur. Là où tout ce qui était sauvage est considéré comme un abandon, fait peur. Quand il y a une approche progressive, qui n'est pas considérée comme un abandon, il y a une acceptation de la nature en ville. Et là où on considérait que les insectes, les oiseaux et tout autre nuisible, les ours et les pigeons, les insectes et les cafards, on en a parlé hier, maintenant c'est considéré comme étant une plus, cette diversité de son plus, et que quand on a le silence de la nature, on a pas mal de bruit en ville, finalement. On a plus de présence de la faune et de la flore, finalement, au sein de la ville que dans le milieu agricole autour de nous. Et donc, il y a une évolution des mentalités. Alors, je ne nie pas tout ce que vous dites sur les services techniques, on va dire, censeurs et sur la lourdeur de l'organisation, parce que c'est vrai qu'on se met à de nombreuses contraintes. Les gens ne veulent pas payer d'impôts et ont de plus en plus de critiques sur le service public et sa lourdeur. Mais il y a une évolution qui est réelle. Voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'essaie de rebondir entre tout ce qui a été dit. Juste moi pour terminer, tout à l'heure, quand on m'a posé la question des formations, vous avez dit que vous étiez diplômé pour certains de Versailles, pour d'autres d'Angers, et c'est ce que vous venez de dire. C'est deux écoles qui ont été assez bien représentées dans mon questionnaire. Moi, je voulais juste te dire que je suis tout à fait d'accord avec le fait que la gestion à long terme est maintenant cruciale. Enfin, en fait, il y a une sorte de tension ou de dialogue entre le geste du concepteur, qui va aussi assez souvent fournir un plan de gestion à long terme et penser le projet aussi sur le long terme, c'est aussi le job du paysagiste. Mais il y a tout le job derrière des services, de la gestion et de comment en fait ce projet est sculpté et adapté à toutes sortes de choses qui peuvent arriver, survenir. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai sujet qui mérite à être développé maintenant en recherche et dans les discussions sur la place qui est laissée à la gestion par rapport à la conception. Nous, là, à Toulouse, moi je suis vice-présidente de la Fédération française du paysage Occitanie, et en novembre, on organise des journées sur la nature en ville avec l'association des urbanistes toulousains, et on organise spécifiquement une table ronde sur la place de la gestion par rapport à la conception, et le dialogue en fait entre des concepteurs et les services espaces verts de la ville de Toulouse. On invitera peut-être Bordeaux, enfin on est en train de constituer la table ronde, mais je pense que c'est un vrai sujet qui émerge aujourd'hui. Et je voudrais juste rajouter sur la question des coûts, justement, enfin en tout cas en Belgique, on le ressent pas mal. C'est-à-dire que les coûts de gestion de l'entretien des espaces publics ou des espaces verts sont aujourd'hui externalisés et donc sont confiés à des entreprises qui ne sont plus de services publics, mais qui sont des entreprises privées, et donc dont l'objectif est un objectif de rentabilité, de productivité, et à un moment donné, on se retrouve avec des espaces du coup qui sont gérés de manière très rapide, quoi, et parfois très pas forcément dans le bon goût, dans la bonne continuité alors je
je ne sais pas voilà, si c'est comme ça aussi en France, si on externalise ou pas des entreprises privées dans le cadre de marché cadre ou de choses comme ça. C'était juste pour refermer la parenthèse sur la gestion. Une question Oui, à Anaïs Léger-Smith, sur la fin de votre intervention, sur les termes que vous employez de post-démocratique, post-critique, et sur l'idée qu'il fallait peut-être réinsuffler du politique, donc à la fois peut-être de revenir sur ces termes, si vous voulez bien, et de dire comment on peut réinsuffler du politique dans les cadres que vous décrivez. Alors là, je fais un peu référence à un mouvement en recherche émergent en paysage. Alors par exemple à l'école de Versailles, justement, toute une partie de recherche sur les communs paysagers. Moi, je fais partie d'un réseau en construction sur la critique en paysage avec des chercheuses de l'école de paysage de Malmö en Suède. Et donc, on a toute une discussion autour de la critique et de l'éco-critique, de l'écologie comme perception scientifique du territoire, comme approche scientifiste et comme approche un peu trop techno-managériale qui évacuerait finalement le débat politique en fait, de l'espace public. Donc ces termes-là, en fait, ils réfèrent à ça, ils réfèrent au fait que à travers ces grilles écoquartiers, à travers ces objectifs environnementalistes, etc., on évacue un débat politique qui est pourtant nécessaire et donc qui revient maintenant en force sur la scène de la recherche et qui est remis au débat. Donc c'est plus une émergence et un début pour moi, en tout cas, de direction de recherche. Si je peux aller juste dans ce sens, je trouve qu'au niveau de mon expérience et de la sensibilité qu'on peut avoir quand on traverse ces quartiers, on a l'impression d'être dans des lieux neutres complètement. Et je ne sais pas si ça peut être lié au fait que le politique a été évacué, mais en tout cas... Je pense que ça change, en tout cas dans cet écoquartier-là que je suis en train de suivre à Toulouse, j'ai quand même découvert que la vie s'installe et qu'on a vraiment des groupements d'habitants qui essaient de faire bouger les choses, qu'il y a un vrai débat qui s'installe avec l'équilibre entre le logement social, avec les habitants de la suburbia alentour, avec l'opposition par rapport à la métropole. Donc je pense que le politique s'invite maintenant aussi dans les écoquartiers de plus en plus et dans le débat, et que ça émerge et que ça change. Enfin, je l'espère en tout cas. Je propose de prendre une dernière question. J'avais vu une main qui se levait. Oui, et après on devra attendre la salle. On pourra continuer autour de la pause de café. Oui, merci pour vos présentations d'abord. Et pour revenir sur la question de la gestion en lien avec une présentation hier, justement, de Cécile sur un quartier dans le nord de Paris, où la population a utilisé justement un espace délaissé pour justement créer un jardin, et toute la question de la gestion apparaissait après, en fait, pour voir comment la population pouvait prendre possession, ou pas prendre possession, mais gérer ces espaces-là. Et justement, par rapport à la question des écoquartiers notamment, mais aussi par rapport à la question de l'urbanisme temporaire, l'urbanisme tactique, est-ce qu'on n'est pas justement dans une nouvelle façon de penser la gestion, justement qui vient davantage du citoyen et qui amènerait justement une meilleure prise en compte de la nature un peu plus sauvage, en fait, dans la ville? Je réponds très rapidement. Par rapport à la réappropriation, en tout cas dans mon cas d'étude, les bandes justement dont je vous parlais, là, le retrait d'un mètre, elles sont réappropriées par endroits, mais les gens ont encore du mal à aller se réapproprier des espaces qui sont perçus comme à l'interface entre le privé et le public. Donc il y a un frein encore par rapport à ça. Par contre, les espaces privés, collectifs, là, c'est vraiment un terrain de jeu, d'expérimentation, notamment le jardin partagé. Et pour la perception de la nature, c'est quand même encore, ça m'a été confirmé, un grand frein. Les noues peu entretenues, les zones non fauchées sont encore pointées du doigt comme étant des nids à moustiques, comme étant des nids à bestioles, etc. Donc voilà, il y a tout cet aspect à faire évoluer clairement. Donc il y a encore assez peu quand même, je dirais, dans le cas d'études que je regarde, d'appropriation et d'acceptation de cette nature sauvage. Moi je dirais que c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que
le mouvement citoyen, il doit être porté par quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'est pas global, et bien souvent il est à la marge, et porté par des associations ou des personnes qui ont envie de se mobiliser pour essayer de faire bouger les choses, ou de changer les choses, ou en tout cas d'agir pour faire les choses. Et si ces personnes ne sont pas là, en fait, il ne se passe rien. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup moins régulier, le rythme n'est pas du tout le même. Et puis on sait aussi que sur la question de la liberté, à partir du moment où on laisse un espace libre être approprié par des personnes, il y a ceux qui sont en face et qui se disent mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça là, il y a des non-dits qui se passent derrière, et pourquoi ils gèrent l'espace, moi je ne voyais pas ça comme ça, et donc l'appropriation n'est pas évidente pour essayer du coup de concentrer, de ramener tout le monde autour d'un projet un peu commun. Il y a une énergie incroyable qui est dépensée aussi pour essayer en fait de maintenir ne serait-ce que ça, cette énergie-là, pour justement gérer les espaces communs. Donc, et voilà, une fois que vraiment ces personnes sont parties, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la continuité? Bien souvent, on repart dans autre chose et puis on recommence à zéro. Enfin, voilà, c'est vraiment pas évident, même si d'une certaine manière, on en rêve, quoi, que cette approche un peu bottom-up, elle continue en fait, et elle émerge de plus en plus. On le médiatise beaucoup, mais je ne suis pas sûr que dans la réalité, ça soit vraiment sous cette forme-là. Juste un rapide complément. Je voudrais, en complément aussi par rapport à ce que j'ai présenté hier, donc sur ce territoire qui est donc géré indirectement par des personnes, ce que je voulais dire, c'est que la proposition disant que les jardiniers pouvaient devenir des gestionnaires de l'espace public à venir venait justement du paysagiste coordinateur qui a proposé un plan pour le quartier, pour l'espace vert en question. Pour dire que cette idée aussi, on va dire, nouvelle, que ce sont des habitants qui peuvent prendre place dans cette gestion à venir, vient effectivement aussi de cette compétence professionnelle, de la capacité aussi des paysagistes à prendre en compte non seulement le vivant, mais aussi les personnes comme étant aussi du vivant, c'est-à-dire l'habitant, et donc ce rapport aussi démocratique qui est profondément aussi ancré dans cette culture professionnelle. Voilà. Je vous remercie. Le temps de la session est expiré, mais je tiens à remercier nos trois intervenants pour la qualité de leur présentation, la qualité des réponses aussi, enfin des questions et des réponses. Et je crois que nous devons nous diriger vers la cafétéria pour prendre le café et laisser la place au prochain panel. Merci à tous.